à tous, il est 13h02 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi nombreux que le nombre de caractères chinois qui existent. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler du langage, en commençant par Artichou qui nous parlera des arts oratoires, puis Babouyou enchaînera avec l'apprentissage de la langue pour les enfants pendant le Covid, pour continuer avec un petit cours sur le langage musical par mes soins. Attention, il y aura Interroco F5 à la fin. Puis après une petite pause musicale bien méritée, Babouyou reprendra avec sa chronique sur les jumeaux et l'apprentissage du parler, pour continuer avec notre choupette qui, comme l'attendent les habitués de l'émission, parlera de la langue japonaise, pour enfin finir avec un petit débat sur l'usage du langage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va. Vraiment, je suis très content, j'ai très hâte de cette émission, elle a l'air géniale. J'espère qu'elle va être très cool, une émission assez conséquente. On accueille justement pour un peu célébrer cette émission sur le langage Guillaume Pénisson, professeur de philosophie au LP2I. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission, c'est la première pour moi à Delta FM, donc c'est super. Vous allez voir, ça va bien se passer, ça va être très cool. Merci à vous d'avoir pu vous libérer sur ce créneau. On va en parler pas mal pendant le débat du langage, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Est-ce que tu es prêt, Ilan, toi qui veux commencer ? J'ai extrêmement peur parce que j'aime beaucoup ma chronique, j'ai peur de la louper, mais faut y aller au bout d'un moment. Je sais bien que cette chronique, tu ne veux pas la louper. Et en plus, tu as l'honneur d'ouvrir l'émission cette fois-ci. Pour une fois. Et donc, on te dit bonne chance. Oui, merci. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et aujourd'hui, à l'occasion de cette émission sur le thème du langage, j'ai travaillé ma diction, mon phrasé sera précis et mon plaidoyer est millimétré pour vous parler un peu éloquence et arts oratoires. Mais ne vous en faites pas, malgré le changement d'introduction, je vous présenterai quand même le film Le Brio pour ne pas perturber les traductions. Alors premièrement, qu'est-ce que le langage ? Comment le définir ? Eh bien, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet trop complexe pour moi, et je vais vous laisser Guillaume l'approfondir dans la suite de l'émission. Mais j'aurais quand même besoin d'une petite définition spécifique au langage humain pour la suite de ma chronique. Alors, on va sortir d'un côté le chapitre de philo, de l'autre, on va faire le plaisir à l'une des GAFAM et on va zioter Google, et on va se lancer à la recherche de cette fameuse définition. Ce qui est rassurant, c'est que les deux, ils proposent une définition très similaire. Mais la joie s'arrête là, car au final, c'est encore plus complexe que ce que je pensais. Le langage serait donc, je cite, une fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains. Ici, il intervient les notions de pensée et de communication, et c'est en ça que le langage humain est complexe. Nous ne communiquons pas uniquement sur nos besoins, mais aussi sur nos pensées, nos ressentis. Et c'est un sujet que Roman Jakobson traite parfaitement dans son ouvrage Linguistics et Poetics, sorti en 1960. En effet, ce dernier s'interroge sur les fonctions du langage et il en trouve 6, à savoir les fonctions émotives, impressives, référentielles, pratiques, métalinguistiques et poétiques. Mais c'est là un sujet encore fort intéressant que malheureusement j'approfondirai pas au cours de cette chronique, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner quant à sa vision et à son livre. En ce qui nous concerne, pour nous simplifier les choses, on retiendra que le langage humain est spécifique en sa capacité de parler d'autres que nos besoins. Mais revenons-en au fait. Ne devais-je pas vous parler arts oratoires ? Si j'ai décidé de vous présenter ce sujet en particulier, c'est que j'adore bien parler. Ce qui est assez ironique quand on voit mon articulation et mon niveau de langage parfois. Mais donc l'art oratoire, avec ici art dans le sens de la maîtrise, de la technique, désigne la rhétorique. Et la rhétorique, elle, est l'art de l'action du discours sur les esprits. Cette définition est très générale, allez-vous me dire, mais un problème se pose. Nous pouvons donner des dizaines, voire des centaines de définitions à cet art. Par exemple, il y a deux visions qui s'opposent. C'est une première qui prend l'exemple de la... Si on prend en premier l'exemple de la vision sophistique, selon laquelle la rhétorique doit persuader que, comme l'a dit Aristote, c'est la faculté de considérer pour chaque question ce qui est propre à persuader. C'est donc le fait de vouloir convaincre à tout prix jusqu'à en ignorer la vérité ou la morale de l'énoncé. Et à l'opposé, nous pouvons prendre la définition qui est celle qu'accordent Quintilien et Cicéron, deux philosophes, pour qui la rhétorique est l'art de bien discourir, mais surtout qu'elle requiert une bonne moralité, qu'en cela, elle se rapproche d'une représentation de la sagesse et de l'honnêteté. Bon, personnellement, et je pense que vous le savez, cher choupote, j'ai cœur à penser que l'honnêteté devrait être au cœur de chaque action, réflexion, conseil et surtout parole. Mais j'ai conscience qu'il s'agit d'une vision controversée. Choisissez votre vision,
celle à laquelle vous êtes plutôt d'accord, ou lancez-vous dans une énième définition si vous le souhaitez, mais mettons-nous d'accord sur une chose, bien parler est un art. Mais donc, sinon prenons l'exemple de la sculpture, du cinéma ou de la peinture, qui font partie des 7 arts reconnus à ce jour. Ces derniers peuvent s'apprendre, se transmettre, même si je suis d'accord qu'ils comportent aussi une dimension innée. Mais il est toutefois possible de se former à leur maîtrise, comme par exemple dans de grandes écoles, comme les fameux Beaux-Arts ou le 3IS dans le domaine de l'audiovisuel. Mais dans tout ça, qu'en est-il de la rhétorique ? Bien, c'est exactement la même chose. Elle s'apprend et s'enseigne. Il existe des formations post-bac spécifiques, comme l'humble école des arts oratoires de Paris. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais comment on apprend la rhétorique ? Comment le parler peut-il s'enseigner ? Et c'est tout à fait légitime au premier abord, car l'art de discourir n'est pas une chose facile à axiomatiser. Mais c'est tout de même possible. Il existe certaines règles, entre guillemets, certains principes théoriques applicables. Tenez par exemple les fameux logos, ethos et pathos, dont beaucoup ont déjà entendu parler. Eh bien, il s'agit d'une valeur assez théorique de la persuasion par le langage. 3 manières, 3 stratégies différentes pour convaincre, avec, pour expliquer, le logos qui est l'utilisation de la logique et des preuves un peu plus mathématiques. La crédibilité de l'orateur et l'appel à l'éthique vont quant à elles former l'éthos. Et pour finir, le pathos est le fait de convaincre quelqu'un par la séduction et l'usage des sentiments. Et ce triangle de la persuasion est quelque chose qui, pour simplifier, il suffit d'apprendre et d'appliquer. Et des notions théoriques, il y en a plus que ce que l'on pense, du système rhétorique au genre de discours. Et quelles personnes ont plus que jamais besoin d'étudier cet art de discourir, de convaincre. Par exemple, il pourrait y avoir les hommes politiques, ou encore les avocats, les futurs maîtres. Parlons donc maintenant de Nayla Salah, une jeune étudiante de droit qui rêve de devenir avocate. Parlons maintenant de sa rencontre avec son professeur, Pierre Mazars, connu pour ses propos sur l'immigration qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale sur Twitter. Parlons maintenant de leur association pour préparer le prestigieux concours d'éloquence. Parlons maintenant du film Le Brio. L'amour rend-il heureux ? Mademoiselle Salah, vous défendrez la thèse du oui. L'amour rend-il heureux ? L'amour ? Mais quel amour ? L'amour des autres ? L'amour de soi ? Et puis quel bonheur ? Le dicton populaire ne nous dit-il pas que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche ? Et puis c'est quoi être amoureux ? Roland Barthes disait que l'on pouvait mesurer son amour à son attente. Oui. Je suis amoureuse, puisque j'attends. L'autre, lui, le corsaire, l'aventurier, l'alpiniste, n'attend jamais. Il escalade le Kilimandjaro, il sillonne les mers du Sud. C'est insupportable. Alors, parfois, quand on est amoureux, on s'essaie à l'impudence. Je vais arriver en retard. Ça lui fera les pieds à mon compte navigateur des 50e hurlants. Mais hélas, à ce jeu, on perd toujours. On ne va jamais bien plus loin que le périph'. Quoi qu'on fasse, on se retrouve désœuvré, exact, précis comme un vulgaire réveil matin. Et même, parfois pire, on arrive en avance. En avance. Mais quand on comprend qu'on est aimé en retour, et quand, devant le débarcadère, on se met à accepter cette attente aux profondeurs insondables, qu'on accepte le vertige de perdre pied dans les eaux superficielles du port, alors ces flots mornes et immobiles deviennent un océan d'euphorie merveilleuse. Un giron tendre et doux, au sein duquel on attend, confiant, invincible, le retour de l'être aimé. Et cette attente devient la plus exquise et la plus bienheureuse des conditions. Celle que vous venez d'écouter, c'est donc Nayla Salah, l'étudiante dont je parlais précédemment. Mais c'est Nayla après plusieurs mois de travail de préparation à ce concours d'éloquence. C'est Nayla après avoir appris à aimer et à travailler avec son professeur qu'elle a tant détesté auparavant. Détesté ? Mais pourquoi ? Je vais tout vous expliquer, mais pour ça, revenons un peu en arrière. Nayla, jeune femme née d'une mère d'origine maghrébine, a grandi à Créteil et se retrouve maintenant propulsée dans les études post-bac. C'est le droit qu'elle a choisi, afin d'atteindre son rêve d'avocate. Mais malheureusement, elle arrive en retard à son premier cours et n'en manque pas de se faire remarquer. En effet, son professeur, M. Pierre Mazars, qui s'est déjà illustré par des provocations particulières, ne rate pas sa cible et demande le nom de sa chère retardataire. Et face au Nayla Salah que cette dernière répond, il rétorque un « Et votre prénom ?» facilement controversable. Il continue en parlant du fait que ce genre de comportement est typique des étudiants
issus de la diversité, et que ces derniers abandonnent au bout de 3 mois. Mais c'est pas fini. Monsieur Mazars enchaîne avec une nouvelle phrase polémique en évoquant l'évolution du droit français, mais surtout en le comparant à la charia, qui, elle, n'a pas évolué. Et pour finir, il donne pour exemple le choix des prénoms. Je cite, « Par exemple, jusque dans les années 60, on ne pouvait pas appeler son enfant comme on voulait. Il était obligé de se référer au calendrier. Alors aujourd'hui, on peut appeler son enfant Tabouret, Carte Orange ou Abderrahman. » Voici commence la relation entre notre jeune étudiante pleine de rêves et son professeur qui deviendra son mentor. Mais justement, mais surtout pourquoi, Nayla a commencé à apprendre à ses côtés. Pourquoi est-ce que c'est lui qui la prépare à son concours d'éloquence? Pourquoi participerait-elle à ce concours même? Laissez-moi vous expliquer. De nombreux élèves ont filmé leur professeur lorsqu'il dénigrait sa retardataire. Ces derniers l'ont ensuite posté sur les réseaux sociaux et cette affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du directeur de l'école qui déclarera à Pierre ne plus pouvoir le couvrir et qu'il était obligé de passer en conseil de discipline. Mais ils ont un plan. Et ce plan est justement que celui qu'on déteste actuellement prépare l'élève qui l'a lui-même dénigré à un prestigieux concours d'éloquence. Vous l'avez compris, le but est de contrebalancer les erreurs de Pierre Mazars par une aide et un parcours brillant apporté à Nayla. Tout ça dans le but juste de réduire sa peine lors du conseil de discipline. Une affreuse et merveilleuse association commence là. Mazars enseigne tout son savoir à Nayla. Tout ce qu'il sait, toute son expérience, son apprentissage est guidé par l'ouvrage « L'art d'avoir toujours raison » du philosophe Arthur Schopenhauer, qui présente donc une trentaine de stratagèmes sur l'art d'avoir toujours raison. La jeune étudiante va tout travailler, son articulation, sa posture, son apparence, son élocution, mais surtout ses discours. La façon de travailler de Pierre Mazars est certes critiquable, mais très admirable à mon sens. Nayla apprend soit par des situations concrètes, comme par exemple apprendre à capter l'attention en lisant Jules César de Shakespeare dans le métro, ou alors par des cours certes plus magistraux, mais magnifiques dans leur construction et oscillant entre provocation humoristique et notions réelles et importantes. Un exemple pour vous illustrer, c'est l'un de mes passages favoris. Le cours sur l'importance de l'apparence, où, après une blague vaseuse sur un « voilà », Pierre Mazars tiendra ces mots. « Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur Oh non. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? Le costume, c'est l'aliénation à un grand tout. C'est l'ennemi de la réflexion et du langage. Vous avez raison, ne vous démarquez pas. Restez bien dans le troupeau. » Il continuera sur panurgisme et cette notion que Nayla ne connaîtra pas et la scène se finit là. Pour certains, ce n'est qu'une belle phrase. Mais pour moi, et j'espère que certains me comprennent, c'est un magnifique exemple du professeur et de ce qu'est qu'être éloquent. C'est un phrasé plein de sens, mais surtout une leçon. Et au fur et à mesure que les avances dans le concours d'éloquence et dans les cours, il s'apprécie de plus en plus, jusqu'à ce que Mazars devienne une sorte de mentor pour Nayla. Mais comment tout ça se finit? Est-ce que Nayla gagnera le concours? Mazars va-t-il révéler à Nayla que c'est que son amende honorable? Nayla ira-t-elle au bout de ses études? C'est simple, je vous laisse tout découvrir. Les révélations, mais aussi les petites histoires annexes dont je ne vous ai pas parlé. Toutes les blagues politiquement incorrectes de Mazars, mais aussi toute son éloquence, tout son talent. Je vous laisse tout découvrir. Les aptitudes et la réussite de Nayla dans ce domaine aussi. Et comme d'habitude, voici quelques petites précisions techniques. Le Brio est sorti en 2017, a été réalisé par Yvan Attal. Il dure 97 minutes. Et dans le rôle de Pierre Mazars, on retrouvera Daniel Auteuil. Et Camélia Jordana jouera quant à elle Nayla Salah. En ce qui concerne les quelques distinctions reçues, Camélia Jordana recevra lors des Césars 2018 le César du meilleur espoir féminin. Et le réalisateur recevra le prix du public dans la section Biogra-Film Européa du festival Biogra-Film de 2018. Daniel Auteuil avait lui été nominé avec ce film au César du meilleur acteur, mais c'est finalement Swan Arlo qui l'a emporté avec le film Petit Paysan la même année. J'aimerais finir cette longue chronique par quelques phrases que j'écrirai sans réelle ligne conductrice. Ce n'est que mon cœur et mon esprit qui me dictent. Les mots ne sont pas juste des syllabes, du son qu'on va laisser sortir pour exprimer des idées. Ce sont des outils mais aussi des armes. Ils peuvent transmettre du savoir, mais aussi des insultes. Ils peuvent nous surélever comme nous détruire. Rendez-vous compte de l'importance de vos mots. Car ce qui, pour vous, peut être une simple blague, une private joke entre amis sur une autre personne, peut s'avérer pour elle être une attaque horrible, une souffrance insoutenable. Les violences ne sont pas que physiques et la plus profonde des douleurs est bien trop souvent causée par la douleur d'une parole. Faites attention à vos discours, mais aussi et surtout à ceux des autres.
Comme le disait Sénèque, le discours est le visage de l'âme. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner, à apprendre, à lire. Lire l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, lire Rhétorique d'Aristote, lire Division de la rhétorique de Cicéron, lire L'art de persuader de Blaise Pascal, à regarder Le Brio et des concours d'éloquence. Mais avant toute chose, écoutez. Écoutez-vous, écoutez les autres. Écoutez à l'école, écoutez vos parents. Écoutez vos sens, écoutez vos idées. Écoutez de la musique, écoutez les conseils, écoutez ce que vous voulez, mais ne fermez jamais vos oreilles. Voilà. Waouh. Je pensais vraiment pas que dans une de tes chroniques... Ah non mais il faut que je le mette. Je pensais vraiment pas que dans une de tes chroniques, t'allais nous conseiller de lire. Ah, c'est incroyable, parce que, comme vous le savez, je n'aime pas forcément beaucoup lire, mais en lisant du coup, à travers votre cours, monsieur, c'était donc les 5 leçons sur la psychanalyse, j'ai découvert que j'adore lire, mais de la philosophie. Et là, j'attends impatiemment Noël et l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, parce que ça m'intrigue énormément. Vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est ma petite passion pour la rhétorique et ce film Le Brio qui est incroyable. J'ai regardé 3 fois. Bah, nous, on l'avait étudié en cours l'année dernière avec vous, Guillaume, justement. Et c'était vraiment un passage intéressant du chapitre qui était vraiment très plaisant à étudier. Merci beaucoup Ilan pour cette magnifique chronique. Et je pense, après une très longue chronique de notre bel artichou, on peut passer à une petite chronique notre petit Babouillou. C'est proportionnel à la taille. Allez, on t'écoute Babouillou. Salut à toutes, je débarque pour cette émission avec 2 chroniques où j'ai rangé mon amour des livres pour laisser ressortir mon esprit scientifique. Et donc pas de roman cette fois-ci, je vais vous parler de l'apprentissage de la langue chez les enfants en fonction des circonstances. Donc je tiens ce sujet de ma grande sœur qui a rédigé un mémoire sur le sujet de la perception des émotions de la part de l'enfant en fonction de la couleur du masque et si on portait celui-ci ou non. C'était super intéressant et j'ai participé à ces tests, aux expériences qu'elle a faites pour démontrer ça. Et donc, je me suis demandé comment le Covid avait pu affecter d'autres aspects de la communication chez les enfants. Et je viens ici avec cette première mini-chronique pour partager le fruit de mes recherches. Donc je préviens, ça va être court, mais intense, comme on dit. Bon. Taisez-vous. Bon, on va commencer par une évidence. Comme vous le savez, on a connu il y a quelque temps un truc pas super sympathique. Comment ça s'appelait déjà ? Je me souviens plus. Ah oui, un confinement. Ce moment génial, on a dû rester enfermés pendant des semaines. Bon, pour nous, encore, ça a été. Mais vous imaginez pour les familles nombreuses enfermées dans des appartes ? Ou pire, être enfermé avec le pire des démons, un enfant en bas âge ? Ne dis pas ce mot. Je plaisante bien évidemment, mais quand même. Ça a dû être assez compliqué pour tout le monde, enfants comme parents, d'être bloqués chez soi sans activité, et surtout pour les enfants en plein excusez-moi, je reprends ma phrase. Et surtout pour les enfants en plein apprentissage linguistique de leur langue maternelle, sans possibilité de rencontrer de nouvelles situations, de nouveaux mots. On a donc rencontré, à cause de ce confinement, une baisse du niveau de vocabulaire et d'expression des enfants, surtout chez ceux de 2 ans pour qui le niveau de l'apprentissage de leur langue est un facteur important de réussite scolaire. Mais outre le confinement, on a aussi connu le port du masque à l'école et dans tous les lieux publics. Sauf qu'une partie importante de l'apprentissage passe par la synchronisation labiale, c'est-à-dire l'association entre le mouvement des lèvres et le son produit. Parce que oui, les enfants apprennent par mimétisme. De plus, cacher les lèvres défavorise la compréhension car on n'a plus la possibilité de lire sur les lèvres et de déchiffrer les mots qu'on n'a pas compris. En plus de tout ça, le masque réduit les sons. Et donc pour les enfants qui à cet âge-là ont du mal à différencier les P, les T, etc., ça peut vraiment impacter les enfants sur le développement. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Pour les enfants qui ont du mal à différencier les P et les T, ça peut vraiment les impacter sur le développement et leur conscience phonologique. Donc, et en plus de tout ça, comme je vous l'ai dit, les masques ont une influence pour les enfants sur la perception de nos émotions. Donc tout ça combiné, ils doivent rien comprendre, les pauvres. Bon voilà, je vous l'ai dit, c'était vraiment une toute petite chronique. Mais ne pleurez pas, une deuxième vous attend par la suite. Et on a très hâte. Donc tu veux dire qu'il y a vraiment là juste une génération qui juste galère à apprendre à parler,
à cause d'un petit truc, un petit virus qui est passé partout. Bah après, c'est pas, enfin, ça va déjà. On pense que ça va se rattraper avec. Mais il y a plein de trucs liés comme Avec ça le avec le temps, Covid. Ça va se rattraper avec le temps. Comme dans ma deuxième chronique où je parle de nouveau d'un cas de retard d'apprentissage de langue. Je tease. Et ça se rattrape après assez facilement. Mais en effet, les enfants actuellement développent moins facilement leur vocabulaire que nous quand on était petits. Et il y a d'autres choses hyper intéressantes comme ça. C'est j'ai oublié. J'avais un truc super intéressant sur le Covid. Bon, bah ça va peut-être me revenir. Ça te reviendra probablement pendant ma chronique sur la musique parce que oui, je ne suis pas venu les mains vides pour une fois. Allez, je vous fais tout ça. Pour aujourd'hui, comme à chaque émission, je me suis posé la question comment je peux allier la musique avec le thème de cette semaine. Sauf que, comme je l'ai dit, cette fois-ci, je ne suis pas venu les mains vides sans idée, j'ai vraiment eu une idée, c'est donc pour ça que je vais vous apprendre comment on transfère la musique à un langage à part entière en fait. Premièrement, la musique c'est quoi ? C'est un alliage de sons plus ou moins ordonnés qui, avec une durée et une hauteur assumée, crée une certaine harmonie afin d'exprimer ce que l'artiste veut transmettre. Ici, on peut déjà déterminer 3 notions des plus importantes de la musique, les rythmes, l'harmonie et l'interprétation. Mais dis Jamie, comment on fait pour communiquer les rythmes que l'on souhaite avec d'autres musiciens ou musiciennes ? C'est très simple, il suffit juste de nommer ces rythmes. Attends 2 secondes, tu veux dire qu'on a identifié et nommé chaque rythme qui existe sur cette planète ? Ouais, enfin, non, mais oui, quand même. Bref, revenons à la base. La plupart du temps, un morceau se décompose en mesures. C'est une sorte de petite boîte qui revient de façon régulière et dans laquelle on va mettre les rythmes de notre morceau dedans. Cependant, une boîte, ça a forcément une limite. Eh bien, en musique, c'est exactement pareil. Nos mesures ne peuvent contenir qu'un nombre prédéterminé de rythmes. Et ce nombre est déterminé au début de la partition avec un nombre un peu sous la forme d'une fraction, genre 3/4, 4/4, 6/8, etc. Non, je ne suis pas en train de parler des départements français. C'est le chiffre au-dessus détermine le nombre de rythmes qu'on va avoir dans une mesure et le chiffre du bas, le type de rythme. Je sens que je vous ai perdu. Donc par exemple, 4/4, ça veut dire 4 noirs par mesure. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Ou alors 3/2, ça veut dire 3 blanches par mesure. Donc ça fera 1, 2, 3, etc. Attends, stop. Tu parles de noir, de blanc, de les différencier et tout. Mais qu'est-ce que le racisme a à voir avec la musique ? C'est absolument pas ça. Les noirs et les blanches, c'est la valeur d'un rythme. Par exemple, une ronde, c'est 2 fois plus long qu'une blanche, qui est 2 fois plus longue qu'une noire, qui est 2 fois plus longue qu'une croche, qui est 2 fois plus longue qu'une double croche, etc. Je vais pas tous les faire. Et avec ces rythmes de base, on va les allier pour composer des rythmes beaucoup plus complexes, comme on allie des lettres pour créer des mots puis des phrases. Mais attends, il doit bien exister des rythmes plus complexes que juste 2 fois plus longs ou 2 fois plus courts. Ouais, il y a bien des rythmes plus complexes que juste x2 ou divisé par 2, parce qu'en effet, on a des entre-deux, c'est-à-dire avec un petit point que l'on rajoute à côté du rythme en question. Par exemple, si on rajoute un petit point à côté d'une noire, ça nous donne une noire pointée. Waouh, celui qui a inventé ce mot a une imagination de folie, et donc cette noire pointée a la valeur d'une noire qui est liée à une croche. Cependant, ces rythmes qui sont 2 fois ou 1 fois et demi plus longs que d'autres, ça reste très simpliste en fait, pour créer quelque chose de complet. Donc les musiciens et musiciennes ont pensé à un système pour pallier à ça. C'est de mettre un petit chiffre au-dessus d'un petit paquet de nombres de notes égales au chiffre qu'il y a marqué au-dessus, pour que dans la valeur simple souhaitée, on case autant de notes que détermine ce fameux chiffre en fait. Pas compris. Je pense que t'es pas le seul à pas avoir compris. Et après on me dit que les maths c'est compliqué. En gros, par exemple, une noire, on va la décomposer en 2 pour faire des croches. Ça, on est d'accord, ça vous avez compris. Oui. Eh bien, Ouais. si à la place on a 3 croches sur la valeur d'une noire avec un petit chiffre 3 au-dessus, ça va créer un petit rythme ternaire dans un rythme binaire. Donc ça va donner l'impression d'un décalage, une sorte d'accélération. Donc ça, au lieu de faire 1, 2, 1, 2, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc dans un morceau binaire, ça casse un petit peu le rythme et ça va donner ce sentiment d'accélération justement. Ternaire, binaire, première fois qu'on parle de maths mais que je comprends rien. Mais ternaire, c'est un rythme divisible par 3. C'est-à-dire, par exemple, 9-8, ça veut dire 9 croches par mesure. Et donc, on est tous passés par le CP pour savoir que 9, c'est divisible par 3. Donc, ça veut dire que c'est ternaire. Et binaire, ça veut tout simplement dire que c'est divisible par 2. Par exemple, 4-4, 4 étant divisible par 2, je ne vous apprends rien, ça fait un rythme binaire. Ok, pour le rythme, c'est juste des maths en fait. Mais t'as parlé d'harmonie tout à l'heure.
c'est quoi? C'est faire en sorte que la musique sonne harmonieuse? Exactement. Enfin, plus précisément, c'est de faire en sorte que les notes sonnent bien entre elles, grâce à leur fonction dans la gamme. Une gamme, c'est l'échelle de notes qu'on va utiliser dans un morceau, comme Do majeur, dans lequel on ne va pas utiliser de Sol dièse, par exemple. Attends, Do majeur? Depuis quand une note, ça a plus de 18 ans? Non, majeur ou mineur définit le genre de la gamme. Parce qu'une gamme peut faire un coming out transgenre maintenant. Oui, dit comme ça, c'est pas faux, mais on en parle juste après. Pour la faire courte, une gamme peut être majeure, donc c'est-à-dire elle peut être par exemple donner un sentiment de joie, ou alors elle peut être mineure, donc donner un sentiment beaucoup plus triste, beaucoup plus dramatique. On peut avoir plusieurs types de gammes mineures et même plein d'autres gammes et plein d'autres modes en fait, comme le lydien ou le phrygien. Non, c'est pas des Pokémon non plus. Non, c'est un bonnet. Je vais pas vous détailler plus que ça, sinon vraiment on va passer l'heure sur l'harmonie, c'est vraiment passionnant. Non, c'est pas Harmony le personnage de Mario, Ilan, sors-toi cette image de la tête. D'accord. Bref, tout ça pour dire qu'avec ces différents modes, chaque note a une fonction dans la gamme, une fonction propre. Par exemple, dans la gamme de Do majeur, Do sera le premier degré, Sol la fondamentale de la gamme, Ré le deuxième degré, Mi le troisième degré, Fa le quatrième degré, La le sixième degré et Si le septième degré, et donc la sensible de la gamme, Sol la dominante de la gamme, je me suis trompé. Et donc finalement, je termine par le Si qui est la sensible de la gamme, donc la note un peu la plus faible. En fait, c'est comme les humains. Dans un groupe, t'as le pilier, le mal alpha, la flippette et le reste qui remplissent les trous. C'est ça. Donc le pilier, c'est le Do qui est la dominante. Qui est la fondamentale, pardon. Après, le mal alpha, ce serait le Sol qui est la dominante et la flippette, ce serait le Si qui est la sensible. Mais comme chaque note a une fonction dans la gamme, on va pouvoir construire des accords sur chacune d'elles, donc l'harmonie, en empilant d'autres notes qui n'ont rien demandé. Par exemple, un accord de La mineur, le La sera la fondamentale. Et on va rajouter par-dessus un Do qui sera la tierce. Et on va encore rajouter une note qui sera le Mi, donc la quinte. Et ça nous donne un bel accord parfait de La mineur qui peut être agrémenté de 7e, de 9e, de 11e, etc. Mais encore une fois, j'ai pas le temps de développer car il faut que je parle des coming out trans de nos gammes. Car oui, même si en étudiant l'harmonie, on peut facilement déduire que certains accords et enchaînements harmoniques vont venir par la suite dans le morceau. RIP les 4 accords magiques. On n'est jamais à l'abri d'une modulation. C'est quoi ça encore? Ah, je sais, un nouveau dispositif bizarre du LP. Absolument pas. C'est une modulation, c'est le fameux coming out trans d'une gamme. En effet, la pauvre, elle est peut-être née en Do majeur, mais se sent plus en La mineur. Donc elle va vouloir moduler pour retrouver ce qu'elle est réellement, et donc passer de Do majeur à La mineur. Cependant, cette modulation est assez courante car La mineur est la gamme relative de Do majeur. Si je dois résumer, une gamme relative, c'est juste les mêmes notes, mais on commence pas par la même note dans l'une ou l'autre. Donc la fondamentale Do devient la fondamentale La. Mais il arrive parfois que des gammes modulent dans d'autres gammes qui n'ont rien à voir et qui n'ont presque aucune note en commun entre elles, comme Do mineur et Do dièse mineur par exemple. Dièse, c'est quoi encore ce truc chelou? Dièse ou bémol, ça veut dire respectivement qu'on monte ou descend la note d'un demi-ton, et un bécard, ça veut dire qu'on remet la note à son état naturel. Mais pour finir sur la modulation, j'avais dit qu'un morceau restait souvent dans la même gamme au tout début. Bon, c'est pas forcément vrai, comme on l'a vu avec les coming out des gammes, mais généralement, les modulations sont au nombre de 2 voire 3 grands max. Cependant, il existe des morceaux dans lesquels qu'on pourrait en fait considérer comme étant gender fluide, avec des modulations quasiment toutes les 2 mesures. Mais les morceaux restent généralement, je dis bien très généralement, dans une même gamme. Et il est encore une fois généralement facile, quand on a étudié l'harmonie, de deviner là où va le morceau et de le jouer après une seule écoute. Ok, pour ça reste encore des maths. Ouais, c'est ça. Le solfège, c'est complètement des maths. Cependant, il y a un truc qui va diverger avec les maths, c'est la notion artistique derrière. L'interprétation, la volonté, la performance, on peut nommer ça comme on veut. En gros, c'est simplement prendre une partition, donc quelque chose de très mathématique en soi, et en faire du son. Un son qui devient beau. Comme je l'ai dit au début, la musique, c'est juste du son. Donc si le son est beau, la musique sera belle, elle. Donc pour ça, on n'a pas forcément besoin de maîtriser tous ces trucs un peu chiants à apprendre et à comprendre pour créer, ressentir et apprécier de belles musiques. Cependant, ressentir c'est bien,
L'instinct, c'est quelque chose de génial, mais comprendre ce qu'il y a derrière, c'est encore mieux. Comprendre les choix des musiciens pour donner un morceau beau, c'est juste incroyable. Donc même si ça peut faire un peu peur au début, n'hésitez pas de vous lancer dans le solfège. C'est certes un peu redondant et fastidieux, mais c'est tellement plus simple et logique que ça n'en paraît. Les maths, c'est simple et logique. Hein. Noé, comment peux-tu décemment conseiller à quelqu'un de se lancer dans le solfège? J'en ai fait pendant 3 ans, c'était une torture. J'en ai fait pendant 6 ans. Les 3 premières années, c'était une torture. Les 3 années d'après, c'était incroyable. Mince, une année de plus et c'était bon. Exactement. Mais donc, avec tout ça, comment tu... concrètement, est-ce que tu qualifierais la musique capable, au même titre qu'un autre langage, qu'une autre langue, de transmettre les mêmes non, pas la même chose. Informations, mais pas la même chose. Non, tu vas pas transmettre des informations très concrètes, tu vas transmettre des informations beaucoup plus relatives à... Des émotions. Exactement, aux émotions et à l'intériorité. On en parlera notamment dans notre débat de est-ce que le langage peut être un moyen d'exprimer notre intériorité. Donc on va pas trop développer là-dessus, mais j'estime que la musique est un langage car si on a dû créer justement un alphabet pour le comprendre, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Après ça on verra, ça verra dépend dans quelle définition débat. Du langage tu te places, mais on verra ça un peu plus tard. Exactement. Ça vous dirait pas une petite pause musicale? Si j'ai besoin là, c'est bon. Après ces longues chroniques et cette chronique un peu fastidieuse. Mais après t'oses critiquer la complexité des maths. Bah évidemment. C'est pas drôle. On se dit à tout à l'heure dans exactement 3 minutes 23. Je sais pas pourquoi en ce moment j'adore dire le temps de la chanson qu'on met en pause musicale. À tout de suite. À tout. Salut. C'était David Chiclaude de MC Solar, sorti en 2007, sur l'album Chapitre 7. Beaucoup de 7, j'adore ce chiffre. Et donc, Babouillou, toi qui as retrouvé ce que tu voulais dire il y a quelques 10 minutes. Oui, à propos du Covid, il n'y a pas seulement un retard de l'apprentissage du langage chez les enfants, il y a aussi un retard tout court. C'est-à-dire que, non, c'est pas une blague, je veux dire, même nous, à notre niveau, ça a été, enfin, on théorise, en tout cas, ça peut pas encore être prouvé, mais on va connaître un retard dans les phases importantes de notre vie. On fera des enfants plus tard, on se mariera plus tard, etc. Parce qu'il y a eu un stop dans notre vie, en gros, il y a eu un stop dans notre jeunesse qui fait que on va tout décaler, quoi. Voilà. Mais ça touche même ma grande sœur. Enfin, vous voyez, ça touche les gens encore de 22 ans, quoi. Wow, vous avez compris, on a été décalé de 2 ans, quoi. Voilà. Et toi, encore 14 ans. Babouillou, toi qui as ta 2e chronique, es-tu prêt à la faire? Oui, une encore plus petite. Attention, chronique express. Et oui, revoilà votre choupote préférée pour un 2e tour. Préféré. Ouais, hein. Toi. On fera un sondage. Alors, embarquez avec moi dans la découverte de l'apprentissage du langage chez, roulement de tambour, les jumeaux. Alors, encore une fois, merci à ma grande sœur de m'avoir partagé ses cours. Ça m'a donné pas mal d'idées de chroniques. Il a en effet été constaté un retard de langage chez les jumeaux, particulièrement chez les jumeaux monozygotes. Et chez les jumeaux australiens. Allez savoir pourquoi. Monozygote. Monozygote, vous savez, c'est ceux qui viennent... il peut y avoir 2 sortes de jumeaux, les monozygotes et les hétérozygotes. Monozygote, c'est le même ovule, le même spermatozoïde qui s'est divisé en 2. Hétérozygote, c'est 2 ovules, 2 spermatozoïdes, mais dans le même bidou. Voilà. Donc, ce retard d'apprentissage est généralement rattrapé quelques années plus tard, donc rien d'alarmant en soi. Mais dis Jamy, pourquoi est-ce qu'il est plus probable que pour les jumeaux en bas âge d'avoir des problèmes de langage plus que pour les autres enfants? Eh bien, il y a de multiples raisons. La première est que donner naissance à plusieurs enfants n'est pas sans risque pour l'humain. Alors il est possible que cette naissance à risque laisse quelques séquelles. Mais un autre élément peut être notifié, et je le trouve incroyable, et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette chronique. On a pu remarquer chez certains jumeaux l'utilisation d'un langage qu'ils sont les seuls à comprendre. On parle alors de cryptophasie. Ils ont donc développé leur propre langue en déformant leur langue maternelle, ce qui en donne une nouvelle propre au duo. Cependant, on peut observer ce langage chez d'autres fratries que celle des jumeaux, mais c'est bien moins fréquent. Cette langue disparaît rapidement et devient très rare d'utilisation après les 36 mois.
Mais il arrive que ce langage persiste chez les pères de jumeaux qui ont une très forte dépendance entre eux ou un environnement familial peu stimulant. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'était ma deuxième très très courte chronique qui est sur l'apprentissage du langage chez les jumeaux. Donc potentiellement, tu as des jumeaux qui se comprennent dans leur langue et c'est génial. Oui, mais il l'oublie après cette langue. Ah. Je Oh, rebondis- c'est trop dommage. C'est ce que je disais, au bout de 36 mois, Ouais, ça, mais tu disais que oui. des fois ça persistait. Ouais, mais ça... Ah oui, il y a certains qui... Mais ça persiste, mais à mon avis, ça disparaît quand même au cours de l'enfance. Je vais rebondir là-dessus aussi parce que donc, ma mère est assistante maternelle, donc je suis un peu habituée à avoir des petits-enfants. Et il y en a un qu'elle gardait qui a aussi créé son propre langage, mais lui, il a pas de... Enfin, c'était le fils unique, pas de frère, pas de jumeaux. Ah ouais. C'était fils unique, il Incroyable. avait créé son propre langage. Il comptait dans son langage. Vraiment, il avait 1, 2, 3, mais c'était pas juste Est-ce que c'est 1, 2, un 3. langage ou une langue? C'est plus une langue à ce rythme-là, à ce niveau-là. Oui, du coup, c'est plus une langue, je suis d'accord. Ouais, on pourrait dire ça une proto-langue. Oui. On appelle ça les pidgins, d'après les langues créoles, par exemple. On observe ça souvent aussi chez des gens qui ne parlent pas du tout la même langue et qui se retrouvent à travailler ensemble, à devoir travailler ensemble. Des fois, ils improvisent une forme de langage pour couvrir les besoins de D'accord. la coopération. Mais donc, est-ce que pour des enfants en très bas âge, si par exemple, c'est pas forcément des jumeaux, mais des frères et sœurs, et surtout des amis, des trucs comme ça, est-ce que genre, des amis peuvent avoir un type de langage à eux, comme pourraient faire des jumeaux? Par exemple, Bah, des amis qui se voient tout le temps. Dans ma chronique, dans les recherches que j'ai vues, ça arrive chez d'autres fratries, mais c'est vraiment chez les enfants petits et qui vivent ensemble constamment. Enfin, sur le site où j'ai trouvé ces informations, c'est un site où il raccourcit les recherches d'un mec, et il parle aussi de la télépathie entre les jumeaux. Mais du coup, on ne sait pas si c'est vraiment de la télépathie ou juste une connexion. Mais on a fait des tests sur des enfants, sur des paires de jumeaux monozygotes, des paires de jumeaux hétérozygotes et des paires de jumeaux fausses, entre guillemets, Ouais. où les enfants n'ont pas le même sang du tout, mais ont été adoptés au même moment, dans la même famille, et ont la même éducation, Cadre, vivent ensemble. Et pourtant, on a constaté que c'était beaucoup plus courant les cas de télépathie, avec des gros guillemets, chez les enfants monozygotes. Mais ça se trouve, justement, ces cas de télépathie, c'est juste des signaux corporels que les jumeaux interprètent comme une langue, quoi. Bah c'est possible, mais c'est juste dans ce une cas, ça théorie. voudrait dire que les monozygotes, les hétérozygotes et tout le monde, en fait, auraient le même langage, étant donné qu'ils grandissent ensemble. Mais donc, en tout cas, c'est beaucoup plus probable chez les jumeaux, parce qu'ils sont vraiment tout le temps ensemble, et ils grandissent ensemble. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas besoin de comprendre la langue qui les entoure, c'est ils ont juste besoin d'interagir entre eux, entre guillemets. Ok. Mais donc, pour moi, c'est beaucoup plus courant chez les jumeaux, mais peut-être, je ne suis pas scientifique, que ça peut arriver chez d'autres enfants. Mais c'est vraiment trop cool. Oui. Je vois l'heure qui défile, ce serait peut-être bien d'apprendre un petit peu de japonais. Est-ce que tu es prête à nous enseigner le japonais? Tu m'as déjà fait un Claire cours de musique, j'ai le cerveau qui va exploser. T'inquiète pas, ça va Vraiment, être simple. non mais c'est Merci. aujourd'hui c'est émission vraiment prise de tête, on va dire. Non, moi, c'était simple. Allez, on t'écoute Claire. Minasan, konnichiwa. Bon, je crois que j'ai annoncé la couleur. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler de japonais. Waouh, fiesta. Depuis le temps que j'ai envie de vous parler de cette passion. Bon, revenons-en au sujet de cette chronique. Donc, elle va être divisée en 2 parties. La première sur les différents alphabets que constitue cette langue et leur utilité. Et la deuxième sur l'origine de l'écriture japonaise. Bon, commençons tout de suite. À savoir que le japonais ne comporte pas 1, pas 2, mais bien 3 alphabets. Ouh. Bon, 4 en théorie, mais le dernier est un peu différent des autres. Donc il y a les hiragana, les katakana, les kanji et les romaji. Courage, Ilan. Il y a plusieurs familles dans ces alphabets. Les hiragana et les katakana sont des alphabets syllabaires et forment le groupe des kana. Les kanji sont des idéogrammes issus de l'écriture chinoise et les romaji qui sont l'écriture romaine. C'est la prononciation en quelque sorte. Donc je vais commencer par vous parler des kanji. Les kanji sont des idéogrammes chinois, mais je développerai ça plus dans la deuxième partie. L'utilité des kanji est de transcrire une partie de la langue japonaise en associant à un kanji un sens. Il y a plusieurs milliers de kanji dans la langue japonaise, mais seuls 200 voire 300 sont suffisants pour se faire comprendre. C'est qui est un peu le but d'apprendre une langue. Passons maintenant aux kana. La particularité des kana, c'est qu'ils sont syllabaires, c'est-à-dire une consonne avec une voyelle. Il existe 5 voyelles en japonais, A, I, U et O,
Et chaque voyelle est déclinée avec une consonne, par exemple ka, ki, ku, ke, ko, ou alors ta, chi, tsu, te, to. Et oui, ce serait trop simple qu'il n'y ait pas de petites exceptions comme vous avez pu le constater. Je n'ai pas dit ti et tu, mais bien chi et tsu, car il n'existe pas en hiragana tout du moins. Et toutes les consonnes n'existent pas. Par exemple, ça va être compliqué de trouver une syllabe avec un X en japonais. Je me suis fait cette réflexion pendant un cours à la fac, je n'étais pas censée y être, mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vous faire un cours plus approfondi sur les kanas. S'il vous intéresse, vous pouvez demander à tonton Google, il vous fera un plaisir de vous montrer des tableaux qui répertorient tous les hiragana et les katakana. Mais je vais plus particulièrement vous parler de leur utilité, parce que s'il y en a deux, c'est qu'ils ont une utilité différente. Les hiragana sont les plus utilisés. Ils servent à écrire les mots japonais quand on ne peut pas l'écrire en kanji. Soit parce que le kanji n'est pas un kanji commun, entre guillemets, soit parce que la personne ne sait pas quel est le kanji qui lui correspond. Ils servent aussi à écrire des particules grammaticales. Du coup, ils sont quand même bien pratiques. Les autres kana, maintenant, les katakana, sont l'équivalent des hiragana, mais pour écrire les mots d'origine étrangère, car il y en a plein en japonais, comme ordinateur, qui se dit computer, qui vient de computer en anglais, ou alors Christmasu, qui vient de Noël, donc Christmas, qui veut dire Noël et qui vient de l'anglais lui aussi. Ils servent aussi à écrire les noms propres d'origine étrangère. Donc je ne vous ferai pas le cours sur comment écrire un nom propre avec des katakana, parce qu'il faut d'abord les retranscrire en mode japonais, entre guillemets. Je vous donne un exemple avec mon prénom, Claire. Comme je vous le dis, ce sont des alphabets syllabaires, donc impossible de trouver une syllabe qui correspond au cl, au cl. Donc on va le partager en deux syllabes, ku, et la syllabe ra. Donc mon prénom va se dire kuraire, en quelque sorte. Courage, Ilan. T'inquiète, Ilan. La quatrième et dernière façon d'écrire le japonais est le romaji, l'écriture romain latine. Le romaji sert aux transcriptions pour nous, petits Européens que nous sommes, qui voulons parler le japonais pour regarder nos animés en VOSTFR, ou en VO tout court. Version originale sous-titrée français. Et version originale. Maintenant que vous savez ça, je vais pouvoir passer au côté un peu plus historique. Au commencement du commencement, il n'y avait pas de système d'écriture japonais. C'était juste une langue orale. C'est pendant la période Yamamoto que le Japon commence à faire des échanges avec la Corée et la Chine et importe les idéogrammes chinois à leurs écritures. Donc la période Yamamoto commence vers 250 et se termine vers 710, pour un petit côté historique. Donc de l'ère japonaise, qui n'est pas la même que l'ère... D'accord. Enfin, je veux dire française, mais plutôt Européenne. Européenne, voilà. Occidentale. Occidentale, merci. Donc les Japonais les utilisent que pour leur prononciation, pas pour leur signification. Je parle toujours des idéogrammes chinois. Et pendant la première moitié du Xe siècle, ils se sont dit que c'était quand même pas très très pratique car les caractères chinois sont monosyllabiques et sont très complexes. Et comme les mots japonais sont très souvent pleins de syllabes, c'était assez dur d'écrire tout, c'est très très complexe. Ils ont donc commencé par simplifier les kanji en réduisant le nombre de traits et ils ont sélectionné que certains pour pouvoir avoir tous les sons de la langue japonaise et bim bam boum, c'est devenu les hiragana. C'est comme ça que l'écriture japonaise est née. Donc j'espère que grâce à moi, l'écriture japonaise est un peu moins secrète pour vous et je vous dis la semaine prochaine. Sayonara minasan. Oh. Ça va, Ilan, ton cerveau ne fume pas trop? Non, ça va, mais du coup j'ai une question. Oui. Le clavier des ordis japonais, il est comment? Alors, complexe. T'as pas 300 touches? Non. Ah. Non. Alors, les claviers, je sais pas. Je sais que pour les ordinateurs, ce qu'ils font, c'est que t'as pas tous les kanji qui sont écrits... Non, pardon, pour les téléphones. Ouah, je suis fatiguée. Pour les téléphones... Il clique plusieurs fois sur un seul truc pour le changer. Ouais, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'en fait, il reste appuyé longtemps sur, par exemple, le K, qui va du coup, après, tu vas avoir Ki, Ku, Ke, Eko. Tu sais, c'est comme un pavé tactile, Avec c'est-à-dire les accents. les vieux téléphones, t'avais que des trucs de chiffres Oui, et oui. t'appuyais Oui. plusieurs fois sur... Ça m'avait fasciné ça quand je suis rentrée au LP2I, c'est de voir les claviers des élèves allophones. Ah Parce qu'ils sont différents des nôtres et j'avais trouvé ça génial. Ouais, mais c'est... Ouais, donc en fait, ils l'écrivent comme nous, on l'écrirait avec des lettres c'est romaines ou latines, plus latines. Bon, en tout cas, l'alphabet occidental qu'on connaît, nous, pour ensuite que ça se traduise de manière ça, en fait. syllabique, entre Voilà. guillemets. Et ils ont une touche aussi pour donc passer de hiragana à katakana. Waouh. Voilà. Wow. Et le téléphone
transcrit automatiquement en kanji. C'est-à-dire que tu D'accord. vas écrire un mot en hiragana, Ouais. et donc le téléphone va le reconnaître, va faire pouf, kanji. Ok. Pour être plus D'accord. rapide. Donc Génial. hiragana, c'est les petites syllabes Voilà. avec toutes les voyelles, et après les kanji, c'est les symboles, entre guillemets. Voilà, c'est ce qui se rapproche des idéogrammes chinois. D'accord. C'est complexe. Merci beaucoup Claire pour ta petite chronique. Je propose qu'on attaque notre petit débat un peu guidé par un fil conducteur qui est Guillaume ici présent. Êtes-vous prêt Guillaume pour mener ce débat ? Vous Oui. inquiétez pas, je vais vous poser quelques questions pour le guider. Ok, donc rebonjour à tous pour ceux qui prennent en cours d'émission. Le langage, notre sujet d'émission, pose plein de questions philosophiques derrière. La première serait, le langage parlé est-il le meilleur moyen de communiquer ? Alors du coup, c'est à moi maintenant de prendre la Exactement. parole. Donc en fait, le langage, Artichou nous en a donné une assez bonne définition tout à l'heure. Donc je la reprends du coup religieusement. C'est donc ce qu'on pourrait définir comme une faculté qui permet à l'homme de s'exprimer, donc ses pensées, ses émotions, et qui donc est utilisé pour communiquer. Alors la question c'est qu'est-ce qui nous pousse à communiquer ? Et en fait, on s'aperçoit qu'en général, on communique dans une perspective utile à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un besoin il y a un besoin d'agir, il y a un besoin qui est présent, et dans ce cadre-là, on va utiliser le langage pour communiquer. Donc, par exemple, si je suis au restaurant et que je dis c'est un serveur, une serveuse, pourriez-vous me donner du sel s'il vous plaît ? Eh bien, la personne comprendra et me rapportera ce que je demande. Alors ça, c'est dû au fait que le langage fonctionne par concept, par généralité. Je ne sais pas si on pourrait dire par kanji, parce que je suis pas sûr, là, du coup, ce serait peut-être dire une bêtise, mais enfin, voilà. En tout cas, par concept. Et alors, du coup, grâce à cette généralité, on peut penser par abstraction. Hein, vous en parliez tout à l'heure, Artichou ? Exactement. Non, pas Artichou. Si, exactement. D'accord, ok. Donc, on peut penser par abstraction, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de penser d'une situation à l'autre avec les mêmes concepts. Les linguistes comme Saussure vont y attacher la notion de signe. Voilà. Et donc, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses situations diverses et variées, et donc jouer ce rôle donc, très utile. Mais à cause justement de la généralité qu'ils portent, hein, ces mots, et donc c'est surtout ces concepts, pardon, eh bien, ils échouent à dire souvent le particulier, l'individuel, hein, comme du coup nos émotions profondes, par exemple. Alors pour reprendre mon premier exemple, celui du sel, si je vous parle cette fois-ci non pas du sel de table, mais du sel de l'existence, eh bien, du coup, vous mettrez sans doute quelque chose derrière ce terme qui sera très différent de ce que moi je mets. Et ça, ce problème-là, cette question a été étudiée par Bergson, notamment, le philosophe Henri Bergson, donc dans un ouvrage qui s'appelle Le Rire, hein, qui a été publié en 1900, et donc qui développe ce problème en faisant des mots de simples étiquettes, donc très imparfaites, qui en fait nous empêche à décrire ce qui nous touche profondément et authentiquement. Un autre philosophe à peu près contemporain, un peu avant, qui a fait cette critique également du langage et des concepts associés, hein. Donc, notamment la critique du caractère généralisateur des concepts, c'est Nietzsche. Et du coup, lui, il mettait carrément les concepts au columbarium. Alors littéralement, c'est quoi le columbarium des concepts chez lui ? C'est le fait de les mettre au cimetière, hein. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont ce défaut de figer le réel, hein, comme un immense château fort, et donc une structure rigide. Alors que ce qu'il nous invite à penser, c'est que les concepts sont avant tout des métaphores, et que des métaphores qui nous permettent de parler du réel, et qu'on a oublié que justement ces concepts sont des métaphores. Il y a une confusion. C'est un peu comme si
on regarde de vieilles pièces et qu'on ne voyait plus les pièces de monnaie et leur empreinte, mais qu'on regardait un simple morceau de métal. Donc ça veut dire que finalement, quand on va exprimer quelque chose à travers des mots sur un objet, on va n'avoir qu'une vision utilitaire de l'objet et pas de ce qu'il est réellement, de son existence. En tout cas, on va la plupart du temps être dans une approche utilitaire, un rapport utilitaire au langage. Donc très, très pragmatique, quoi. C'est ça. Et ça fonctionne pas trop mal pour ça. Il y a un autre point qu'on peut regarder avec cette question du moyen de communication. Est-ce que c'est le meilleur moyen de communiquer, le langage ? Eh bien, c'est celui non pas de ce qui nous pousse à communiquer, mais c'est le point de ce qui est visé dans la communication. Si c'est la persuasion, vous en parliez tout à l'heure, Artichou, vous avez parlé du triangle de la persuasion, eh bien, c'est-à-dire faire en sorte qu'un certain public adhère à une opinion, à une croyance. Alors, une bonne maîtrise de la rhétorique, vous en avez parlé, permet d'avoir énormément de pouvoir sur les êtres, sur les choses. Il y a un exemple intéressant que je trouve assez, intéressant dans la pop culture, c'est dans l'ouvrage de Dune de Frank Herbert. Dont une adaptation au cinéma a été faite récemment, enfin il y a un an, un peu plus d'un an. Par Denis Villeneuve, oui. Voilà, c'est ça. Il existe aussi une autre adaptation qui date encore avant, qui est aussi un peu plus rock, mais là c'est... qui a peut-être ma préférence, mais là c'est une digression trop important. Donc je reviens sur Dune. En fait, dans cet ouvrage, il y a la technique de la mouvance Bene Gesserit. Donc c'est un ordre occulte qui agit dans l'univers. Et en fait, ce sont des techniques donc qui vont être mobilisées à travers le discours, de placement de la voix très particulière. Et elles vont avoir sur les esprits énormément d'impact et donc une forme de manipulation, souvent à des fins politiques. Et pour prendre, du coup, puisqu'on parle des politiques, un exemple un peu plus classique, vous en avez parlé également, donc je me contente de reprendre les jalons que vous avez posés. C'est celui de la figure du sophiste dans la Grèce antique, qui illustre bien l'idée d'une communication qui est ouvrière de la croyance et de la persuasion, pour reprendre des mots de Socrate. Et donc les sophistes, qui jouaient un rôle de mentor, comme Prodicos de Céos, se faisaient payer très cher pour apprendre à persuader n'importe qui de n'importe quoi. Alors, c'était à mettre en rapport avec le rôle que jouait le discours dans les démocraties athéniennes, un rôle très, très important, très, très politique. On peut noter aussi, juste pour terminer ce point, que la psychanalyse, avec Freud et Lacan notamment, s'est intéressée à ce qui se cache derrière les mots, derrière tel ou tel lapsus, par exemple. Un lapsus, par exemple, si on dit que le médecin parle de son client au lieu de parler de son patient. Les élèves me rapportent souvent aussi le lapsus de dire maman au lieu de dire madame quand ils appellent leur professeur. Alors du coup, ce qui se cache derrière les mots, derrière aussi telle ou telle manière de dire, c'est l'idée que derrière tout cela, bien souvent, ce sont nos désirs inconscients qui parlent. Alors, juste le problème général avec ça, c'est que la communication est un simple moyen de persuader. C'est aussi qu'elle peut se faire donc dans un esprit contraire à la recherche de la vérité. En ce sens-là, le langage peut nous permettre de communiquer assez facilement des opinions. On voit sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux débordent d'opinions en tout genre. Mais en ce qui concerne la manifestation de la vérité, dans le domaine juridique par exemple, qui repose sur la preuve, ou bien la recherche de la vérité dans le domaine intellectuel, plus philosophique, qui va reposer sur l'argument, ces aspects-là nécessitent un rapport au langage beaucoup plus exigeant, beaucoup moins immédiat. Et on croit souvent que la vérité se trouve dans les mots,
ou bien dans les idées sous-jacentes, voire dans les choses elles-mêmes. Spinoza fait remarquer dans un de ses textes qu'on parle parfois de l'or vrai, comme si la vérité était dans la chose. Et en philosophie, on a coutume de dire, depuis Aristote, que la vérité se situe dans la relation qu'entretiennent les idées et les choses, et non pas dans les choses elles-mêmes. C'est-à-dire, soit il y a accord entre l'idée et la réalité extérieure, soit il n'y a pas accord. Et le problème, donc, c'est que dans un combat oratoire, dans une joute verbale, alors ce que Schopenhauer, comme vous en avez rappelé donc la pensée tout à l'heure, Artichou, et bien ce que Schopenhauer développe dans l'art d'avoir toujours raison, donc il appelle ça l'éristique. Et bien dans un combat oratoire, le problème c'est que celui qui a raison n'est pas toujours celui qui l'emporte, c'est pas toujours celui qui gagne. Et ça, on le voit souvent, y compris à la télé, en politique. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Parce que c'est pas toujours aussi évident que ça de vérifier cette fameuse relation entre les paroles et les choses, et donc de vérifier cette concordance. Mais bon, alors, on voit que les journalistes ils essayent souvent de fact-checker, de vérifier les propos de leurs invités. Mais c'est pas toujours évident à faire pour chacune des paroles, de recroiser, de les recroiser avec les faits, et ça en temps réel. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas vérifier. Donc la vérité objective d'une proposition et la valeur de celle-ci, c'est aux yeux de l'assistance, donc cette valeur aux yeux de l'assistance, c'est bien deux choses différentes. Le langage permet de trahir la vérité, mais ça je ne vous l'apprends pas, je pense, de mentir. Et lorsque c'est fait avec habileté, avec les bons stratagèmes, comme dirait Schopenhauer, eh bien, ça passe souvent inaperçu sur le moment. Et donc je vais me tourner vers les autres chroniqueurs. Est-ce que pour vous, le langage, donc le langage parlé avec la langue, serait le meilleur moyen de communiquer ? Et sinon, quel serait-il ? Je vais rebondir tout de suite, c'est que en soi, comme vous nous le montrez, le problème n'est pas tant dans le langage, entre guillemets, dans ce que c'est à la base, c'est de la manière dont on va l'utiliser et de si on va, par exemple, dans le cadre d'un débat, l'utiliser pour convaincre pour une chose juste ou pas. C'est dans la question de la vérité qui est derrière. Donc, quel autre meilleur moyen on pourrait avoir de communiquer une idée sans qu'on ait besoin de vérifier ou de savoir si elle est réelle, l'idée derrière est réelle ou pas, qu'on l'écrive ou qu'on je sais pas, l'image ou quoi que ce soit, c'est toujours la même pensée qu'on aura derrière. Donc le problème n'est pas tant dans le langage. Donc pour moi, c'est un bon moyen de communiquer. Mais et dans l'usage. Voilà, dans l'usage et dans les idées qu'on va avoir derrière. Moi, je pense que ça dépend de chacun. On en revient souvent à ça dans nos débats, oui. mais je le dis maintenant dès le début. Je pense que ça dépend énormément de chacun, encore plus pour la manière de se comprendre, etc. Parce que, par exemple, il y en a qui vont être très à l'aise pour exprimer leurs émotions. Prenons l'exemple des émotions. Pour exprimer ses émotions à l'oral, et d'autres qui ne vont pas du tout y arriver ou qui ne vont pas être capables de comprendre ce que quelqu'un d'autre essaie de lui transcrire par les mots. Je vais te stopper tout de suite. Essaie de faire la différence entre communiquer et exprimer. C'est quoi la différence ? Justement, on se tourne vers vous, Guillaume. Quelle serait la différence entre communiquer et exprimer ? Là, tu poses quelque chose de... Parce que dans la notion de communiquer, il y a la notion justement de faire comprendre, ou en tout cas, moi je le vois comme ça. Alors qu'exprimer... Ok, je vois. C'est exprimer dire sans but. Les autres pas nécessairement. Faire comprendre, pas forcément. Pas nécessairement. On peut communiquer justement sans souhaiter que les gens comprennent, c'est-à-dire sans souhaiter qu'ils fassent appel à leur raison. Justement, par exemple, la publicité va communiquer pas mal de messages et finalement, on ne voudra pas forcément que ces messages soient vraiment compris dans leur aspect marketing, mais on s'adressera aux émotions, comme vous le dites. Donc, oui. J'ai vu il n'y a pas longtemps une série sur Netflix, un animé qui s'appelait Blue Period et qui parle d'un adolescent qui va rentrer en école d'art et qui va peindre son premier tableau à 17-18 ans et qui va l'exposer. Et les personnes, quand ils vont voir son tableau, ses amis toujours, quand ils vont voir son tableau, ils vont dire « Ah, mais t'as voulu montrer ça, ah, c'est bien fait, c'est chouette ». Et là, il va dire une phrase super marquante, c'est « Pour la première fois, j'ai eu l'impression de communiquer avec quelqu'un ».
Donc là, il prend vraiment pas le fait d'exprimer quelque chose et de le dire, il prend vraiment le fait que l'autre en face le comprend et le reçoit. Et donc pour moi, il y a plein de langages différents qui existeraient. Désolée, je finis rapidement. Il y a plein de langages différents qui existeraient, notamment du coup pour exprimer ou pour communiquer. On a l'art, on a la musique, on a Exactement. plein de choses différentes. On en parlera sur ma dernière question. Je sais. Tu sais. Mais ouais, donc encore une fois, c'est juste propre à chacun. Mais donc le langage comme parler n'est pas à blâmer en tant que tel, c'est juste chaque personne doit trouver sa façon de communiquer. C'est l'utilisation justement qu'on peut en faire. Je vais peut-être Claire, tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, tout ce que je voulais dire a été dit. Donc, je vais parler ça dépend de l'utilité qu'on en fait. Et donc oui, de la façon aussi dont on utilise le langage pour se faire comprendre. Parce que c'est un langage, par exemple, un langage oral, un langage écrit, un langage corporel, enfin tout dépend vraiment. Comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise. Sur la notion de se faire comprendre, derrière, il y a quelque chose de commun à tout le monde, à toutes et à tous, hein, c'est la notion de raison. Et du coup, c'est une raison universelle qu'on partage tous. Et du coup, juste sur c'est propre à chacun, l'usage qu'on fait du langage, oui, est propre à chacun. En revanche, sur la notion de vérité, par exemple, si on parle de la vérité, il y a une vérité sur laquelle on doit... Cette notion d'accord entre les pensées, les idées et le réel. Et donc là, il y a une vérité. Et donc la philosophie, vous me stoppez si je me trompe, mais étant la recherche de cette vérité. Oui, on peut dire comme ça, la recherche de la vérité, l'amour de la vérité, le désir en tout cas. Le désir. Je vais zapper quelques questions vu l'heure qu'il est. Je vais notamment zapper comment ça fait-il que l'on ne puisse se comprendre même à travers la barrière du langage. Donc je vous laisse méditer là-dessus, chers auditeurs. En attendant, je vais vous poser, Guillaume, une autre question. C'est quelles sont techniquement les limites du langage ? On a commencé à les aborder à travers justement l'intention qu'on a derrière. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Alors oui, du coup, je peux pas m'empêcher de répondre quand même à la question que vous avez posée juste avant sur sur le fait qu'on puisse se comprendre même à travers la barrière de la langue. Vous avez dit de la langue ou du langage du coup ? J'ai dit de la langue. De la langue, ouais, ça. Du coup, c'est comme j'en parlais, c'est cette idée de raison commune. Je pense que du coup, ça c'est des choses que les Lumières ont mis en avant. Donc c'est l'idée que la raison humaine, elle est le lien qui nous unit tous, et c'est ça sans doute qui nous permet de nous comprendre au-delà des langues, au-delà des différences linguistiques par exemple. Mais du coup, sur les limites du langage, alors du langage, on va dire, c'est du langage naturel humain, on a déjà commencé à répondre. En fait, la vérité, elle pose un horizon, et cet horizon, il est suivi ou pas. On va chercher à le suivre ou pas, sans détourner ou pas, voilà. Si on souhaite l'atteindre, cet horizon, la logique, elle va poser des limites. La logique, c'est quoi ? C'est par exemple ce qui va poser le principe de non-contradiction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit à Aristote, c'est-à-dire partir de propositions qui soient vraies et surtout être conséquent dans ses propos, démonstratif. Une autre limite relative au langage, ça va être une limite qui est liée à l'expression. C'est-à-dire ce qui peut être dit ou ne pas être dit d'un point de vue moral ou juridique. À ce niveau-là, la loi pose pas mal de limites claires qui est précise, alors qui retrouve une origine toujours dans la période des Lumières et dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors quelles sont ces limites juridiques, par exemple ? C'est celle notamment de ne pas tenir des propos qui incitent à la haine raciale, ethnique ou religieuse, ne pas faire l'apologie des crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d'orientation sexuelle ou d'un handicap, le négationnisme, la diffamation, l'injure, la divulgation du secret professionnel. Alors, tout ça se joue à des niveaux différents, mais ce sont des interdits par la loi. Et aussi, une autre chose qui est interdite par la loi, c'est, dans l'expression, c'est l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, également. Moins connu, mais également réprimé par la loi.
Et donc finalement, on peut citer ici tous les rappeurs et tous les artistes qui incitent justement à prendre des drogues qui sont littéralement dans l'illégalité. Alors il peut y avoir, alors voilà, après il y a des marges de tolérance. C'est ça, et après tout va être question de jurisprudence là, c'est-à-dire moi je suis pas juriste, donc je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain, mais ça va être si c'est présenté dans un cadre artistique, mais quand même il y aura des limites. Et par exemple une chanson qui va d'un rappeur ou pas d'ailleurs, qui va inciter à la haine, eh bien pourrait faire l'objet d'une étude légale, ouais. Oui, voilà, par rapport à la légalité, et pourrait être éventuellement reprise par les instances compétentes. Sur les autres langages, les limites, parce que sur les limites des autres langages, donc en dehors du langage naturel humain, eh bien les chercheurs justement essayent depuis longtemps de réduire l'écart qui est assez abyssal jusqu'à présent entre le langage naturel par exemple et le langage informatique. Alors ça c'est tous les travaux qui sont liés au TAL, au traitement automatique de la langue par exemple, à l'intelligence artificielle, où les propos humains vont pouvoir être analysés massivement. Donc là, je parle de tous ces propos dont nous autorisons très souvent les yeux fermés l'exploitation en échange de l'usage de telle ou telle application. On en a beaucoup parlé durant notre émission sur les GAFAM. Oui. J'invite nos auditeurs à l'écouter. Donc du coup, voilà, on essaye il y a un travail de recherche qui va dans le sens de réduire cet écart entre le langage naturel et d'autres types de langage, comme le langage informatique. Peut-être quelqu'un a quelque chose à dire. Je rebondis sur le principe de non-contradiction que vous avez évoqué. Donc, comment on peut traiter les paradoxes dans ce cas-là ? C'est-à-dire que, est-ce que je vais mentir ? Par exemple, je vous pose la question de est-ce que la prochaine chose que vous allez dire est oui et non, pardon, excusez-moi. Et non. Et si vous répondez non, vous aurez menti à ma proposition, mais si vous répondez oui, vous ne l'aurez pas respecté aussi. Oui, alors du coup, j'essaye de comprendre votre question. C'est-à-dire que j'ai vite fait regarder le principe de non-contradiction, juste c'est selon Wikipédia, c'est qu'il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose. Oui. Si cette chose est la vérité. Ça vient... Ça, c'est donc Aristote dans Métaphysique. Voilà, c'est ça. On ne peut pas, si je dis cette fleur est blanche et que je vous montre une fleur qui est réelle, dans la réalité qui est blanche, eh bien, ma proposition est en accord avec la réalité. Oui. Donc il y a cet accord... De véricorrespondance. Il y a exactement. On parlera de véricorrespondance, il y a vérité. Si en revanche la fleur que je qualifie d'être blanche est dans la réalité rose, eh bien là, il n'y aura pas vérité. Mais si je vous dis, si je vous pose la question, est-ce que la prochaine chose que vous allez dire est non, et que vous me répondez non, vous n'avez pas respecté ce que vous allez dire, parce que à ma question, vous avez répondu non, que vous n'allez pas répondre non, mais vous l'avez fait quand même. Donc il y a ici un paradoxe. Et c'est un paradoxe qui est valable à beaucoup de domaines. Et là, je m'inspire du théorème d'incomplétude de Gödel. Donc c'est quelque chose de mathématique qui dit qu'on ne peut pas tout prouver. Donc c'est deux visions qui s'opposent. D'un côté, la vérité n'est que... la vérité, c'est vraiment la correspondance entre un énoncé et la réalité. Or, de l'autre côté... il est prouvé un peu plus mathématiquement qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas démontrer, qui ne pourront pas être réelles. Alors en fait, oui, on pourrait... La définition de la véricorrespondance entre un propos et une réalité extérieure, matérielle, c'est une définition classique, la logique aristotélicienne. Mais on peut aussi ramener cette vérité donc, chez les logiciens à quelque chose qu'on va du coup séparer de la réalité et qui va par exemple, si on prend le cas des mathématiques, c'est difficile de faire le lien avec le réel. Et dans ce cas-là, la vérité d'un propos mathématique, on pourra parler
véracité là, enfin, elle sera liée à la conséquence logique et rationnelle des assertions, de ce qui pourrait être tiré de principes premiers. Par exemple, je prends le cas des éléments d'Euclide, donc les axiomes d'Euclide, ceux qui définissent les propriétés de la géométrie, qu'on a fait à l'école, tous à l'école primaire au moins, et puis après peut-être au collège. Eh bien, ces principes-là sont des principes premiers qu'on ne prouve pas. On les pose, on les donne comme vrais. On ne les prouve pas tant qu'ils sont évidents, quoi. Voilà, ça, à travers leur évidence, on les tient pour vrais. Donc, par exemple, par deux points passe une seule et même droite. Et du coup, à partir de ce principe-là, cet axiome que l'on pose, ce postulat qu'on tient pour vrai, on va avoir toute une suite on va tirer toute une suite de conséquences, et on pourra dire que ces conséquences sont vraies par rapport à l'axiome initial. Donc là, en effet, dans cet aspect purement logique et mathématique, on peut d'une certaine manière se couper entre guillemets de la réalité et considérer la vérité d'un énoncé d'après des postulats premiers. Je suis désolé de... Peut-être un esprit un peu trop mathématique pour ces questions. Je suis désolé de couper cette discussion passionnante, mais l'heure tourne et il va bientôt falloir qu'on conclue, donc je vais devoir zapper encore une question qui était pourtant ma préférée. Ce serait le monde marcherait-il de la même façon avec une langue universelle ? Est-ce qu'on a 10 petites minutes à accorder Guillaume, vous êtes d'accord pour continuer 10 minutes ? Oui, mais c'est bon, on peut. Bah alors, ne la skippe pas. On peut peut-être raccourcir un petit peu la réponse à cette question pour traiter plus longuement de la dernière question qui va conclure ce débat. Mais en attendant, je vous repose la question, Guillaume. Le monde marcherait-il de la même façon avec une langue universelle ? J'attends avec impatience votre réponse. Alors la question de la langue universelle, c'est une ancienne question. On la retrouve dans le récit biblique, par exemple. La tour de Babel, oui. Exactement, avec la tour de Babel, qui fait état d'une coopération très poussée, très accrue entre les hommes qui parlaient une même langue, qui auraient parlé une même langue initiale et qui ont été punis par Dieu donc à cause de leur orgueil. Donc c'est ce que le récit raconte, et il montre qu'ensuite les hommes ont été séparés à titre de punition et se sont mis à parler différentes langues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment une langue universelle a été très tôt associée à une efficacité élevée dans le concours humain, dans la coopération humaine. Et justement, il y a quelque chose qui a interpellé un philosophe qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle. Et donc Leibniz, qui était philosophe et mathématicien, il s'est intéressé à cette recherche d'une langue universelle qu'il appelait la caractéristique universelle, la Characteristica Universalis. Et son idée était d'avoir une langue qui puisse aussi bien servir aux mathématiques, aux énoncés scientifiques, mais aussi à des propos non plus métaphysiques, plus philosophiques. L'idée, c'était, je trouve assez intéressante de ce point de vue-là, séduisante, même si, on va voir que c'était pas gagné, mais l'idée, c'était que, par exemple, deux philosophes puissent se mettre à une table et au lieu de se dire, recherchons la vérité, ils se seraient dit, grâce à cette langue universelle, calculons. Calculons la vérité. Il s'agissait notamment donc, de faire sortir de la langue universelle tous les aspects, toutes les ambiguïtés de la langue naturelle, toute sa polysémie qui est souvent source d'erreurs et d'interprétation. D'erreurs d'interprétation et de compréhension. Mais du coup, ça ne va pas aboutir, ce projet. Quand même, au passage, Leibniz va découvrir dans ses recherches le calcul infinitésimal, le calcul différentiel et intégral, donc quand même faire avancer les choses sur le plan mathématique. Vous avez parlé de polysémie. Vous pourriez définir ce terme pour que tout le monde se mette au clair dessus ? Bien sûr, la polysémie d'un terme, c'est le fait qu'il ait plusieurs sens. Par exemple, quand je parle ou quand peut-être vous auriez pu parler de la hauteur, ça peut être la hauteur en mètres d'une étagère, mais aussi la hauteur d'un son, etc. Enfin, un même terme qui a plusieurs sens. Ou la liberté, par exemple. Et le français en est rempli. Du coup...
du coup, cette langue universelle, là, ça a fait couler beaucoup d'encre et d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que déjà, elle fait toujours l'objet de recherche et comment dire, dans les années 70, mais apparemment c'est une pratique qui est toujours établie par les agences spatiales, mais dans les années 70, on a envoyé les sondes Pioneer et Voyager, et donc au-delà du système solaire, maintenant les sondes sont parties au-delà du système solaire, et il est intéressant de regarder le type de message qui était envoyé. En fait, on voulait envoyer à destination de je sais pas qui, des extraterrestres sans doute, ou des formes de vie intelligentes, eh bien des messages. Et donc, on a voulu parler en fait à ces éventuelles formes de vie intelligentes. Et donc, quel est le type de message qu'on a mis dans ces sondes, donc gravés sur des plaques d'or, etc., enfin, pour que ça puisse durer des millions d'années, enfin, ou des milliers en tout cas, eh bien, des formules physiques et mathématiques, des citations célèbres voilà, de personnalités, le fait de se dire bonjour, le salut dans différentes langues, des images, de la musique, hein, donc différentes formes de langage finalement. Donc du coup, je crois qu'il y a encore un an, la NASA a envoyé, avec la sonde Lucy qui va étudier les satellites de Jupiter, elle a encore envoyé des messages de ce type. Et pour Voyager, c'est un disque en or en fait, c'est ça. Qui peut être lu donc sur un tourne-disque pour nous. Et dessus, il est gravé donc certaines formules mathématiques et une tentative de représentation de où on est, donc de notre système solaire. Et il y a donc les 8 planètes et la 3e, donc la Terre, qui est montrée. Sur la langue universelle, juste dernier point que je voulais poser avec vous, c'est celui quand même du risque, parce qu'il y a quelque chose de séduisant dans le fait d'avoir une langue universelle qui nous permettrait de nous dégager de toute ambiguïté possible, etc. On se comprendrait parfaitement, peut-être avec des implants comme Elon Musk voudrait nous les mettre dans le cerveau, tout serait parfait dans un monde idéal. Mais le problème, c'est que finalement, la dérive, c'est que du coup, ce serait une forme d'unicité de la pensée. Du coup, ça, c'est une dérive qui a été identifiée dans une œuvre qui s'appelle 1984 de George Orwell. Oui. Voilà. Et donc là, eh bien, on a une seule langue qui s'appelle la novlangue, hein, qui est débarrassée en tout cas, de plein de choses qui sont problématiques, et notamment, par exemple, eh bien, la liberté, elle ne signifie plus dans ce monde totalitaire, hein, donc il s'agit d'une dystopie, d'une vision noire de l'avenir. Eh bien, le terme de liberté ne signifie plus qu'une contrainte matérielle, par exemple, le chemin n'est pas libre, ce genre de choses, et elle a perdu son sens politique. Et du coup, comme les gens n'utilisent plus ce terme dans le langage, et que tout le monde parle la même langue, eh bien, plus personne ne pense la liberté politique. Et donc, du coup, bien, c'est un moyen de contrôle de la pensée aussi. Et du coup, ce qui fait la diversité des langues et des cultures, c'est une forme de liberté de la pensée, une forme de créativité. Et il peut y avoir un danger à vouloir avoir peut-être une seule langue universelle au détriment des autres. Par exemple, la pensée se construit souvent par néologisme, c'est-à-dire formation de nouveaux mots. Hein. Si je vous parle d'un bouc-cerf, par exemple, eh bien, je vais créer dans votre esprit peut-être cette image d'un bouc et d'un cerf. Oui. Ou bien MC Solar, puisqu'on a écouté un morceau de lui tout à l'heure. Merci d'ailleurs pour ce choix de pause musicale, Guillaume. Merci à vous. MC Solar a un album qui s'appelle Géopoétique. Donc c'est une forme de néologisme qui est assez parlant. Enfin, hein, à l'heure où la géopolitique eh bien, a un rôle si important dans le monde, la géopoétique, on en a besoin aussi. Il y a un truc qui est très intéressant, et j'essaie de retrouver de quel linguiste c'était, je l'ai vu passer, mais j'ai pas réussi à retrouver, c'est que déjà, là, si on regarde le langage universel, au premier abord, c'est un idéal, c'est le rêve, et il permet de régler le problème que, c'est ce que disait ce fameux linguiste, les traductions entre les langues ne seront jamais que des approximations. Mais, exactement. Après, quand on a tous connu peut-être cette situation, en tant que je ne sais pas de quel côté de la barrière, mais qu'on était par exemple un petit groupe et qu'il y avait deux personnes qui,
dans un groupe que de Français et de personnes qui parlaient l'anglais, parlaient pour certains sujets dans l'anglais, utilisaient cette langue pour pas se faire comprendre des autres. Donc le problème avec une langue universelle, ce serait qu'il y aurait plus tellement place à une pensée un peu plus privée entre petits groupes, à moins de s'isoler. Mais ce que permet aussi justement le fait qu'il y ait beaucoup de langues, c'est beaucoup un moyen d'expression plus vaste. Oui, c'est ça, une diversité d'approches, bien sûr. Mais tu parles justement de traduction et d'approximation de la langue. Est-ce que justement une langue universelle ne permettrait pas justement une compréhension beaucoup plus précise des pensées de chacun? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aurait tous la même langue qu'on arriverait mieux à se comprendre. Quand même nous on parle tous le français, je suis sûr qu'il y a des idées que j'arriverai pas à vous faire part correctement parce que les mots ne me suffiront pas, parce que je ne trouverai pas les mots justes, parce qu'il n'y a pas de mots qui existent qui seraient capables de décrire. On en revient le plus dur, c'est le sentiment de décrire ce que je ressens. Si je vous dis je suis triste, vous savez ce qu'est être triste, mais à quel niveau, à quelle échelle? Je pourrais essayer de le préciser, mais j'arriverai peut-être jamais à une précision qui est ce que je ressens. Et donc, un langage universel, ce serait juste sur un plan un peu plus technique ou pratique, mais c'est là qu'on voit donc dans 1984, ça, qu'on en oublierait certaines choses, parce que c'est juste un appui plus théorique et technique qui serait plus précis, mais sur le terme des émotions ou des notions plus abstraites, ça ne change absolument rien. Et donc on en revient aux limites du langage, et merci pour cette magnifique perche tendue pour cette dernière question. Guillaume, selon vous, le langage est-il réellement un bon moyen d'exprimer son intériorité? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'une intériorité a vraiment besoin d'être exprimée? Oui, pas forcément oui à la dernière question, mais en tout cas, oui, pour revenir, ça me permet de boucler avec le point de départ de ce débat. On avait parlé du langage utile à l'action, qui est relativement fonctionnel. Mais donc je reviens sur Bergson, le langage verbal courant est imparfait pour décrire nos émotions intérieures, nos émotions profondes, notre intériorité. Et en revanche, Bergson cite donc les êtres qui sont capables, il en existe de temps en temps, même si c'est plutôt rare, comme il semble le dire, et comme on peut le constater également, mais les êtres qui sont capables de se détacher de l'action, c'est-à-dire de l'action davantage que les autres. Détacher de l'action, c'est-à-dire de leurs besoins finalement, de leurs besoins fondamentaux. Et c'est le cas donc des artistes notamment, qui, alors ils vont pas forcément se détacher complètement de leurs besoins, mais ils y arrivent un peu plus facilement que, ils sont moins que le commun des mortels, ils sont moins engagés dans un rapport à l'action. Ils se posent, on va dire, et ils arrivent à un degré de précision, à une qualité d'expression également supérieure à celle du commun des mortels. Et du coup, là, on peut se demander si, justement, ce qui fait l'imperfection du langage, à travers ses ambiguïtés, sa polysémie, la combinatoire floue, si j'ose dire, qui en découle, n'est pas également ce qui fait sa richesse. Elle a permis à de nombreux compositeurs de faire de magnifiques morceaux de musique. Elle a permis aux poètes d'écrire de très beaux vers. Et un bon haïku, par exemple, permet de saisir très brièvement ce qui fait la vérité d'un instant. Vous parliez d'amour, par exemple, avec le film Le Brio tout à l'heure. Un haïku permet de dire comme ça un instant d'amour, un moment d'amour entre deux êtres. Ce que ce moment a tout à fait spécial, d'une certaine manière sa vérité, mais là cette vérité non pas au sens rationnel et logique, mais sa vérité ontologique, c'est-à-dire ce qui fait l'épaisseur de son être, parce que c'est ce moment unique là. Et donc du coup là l'art, les artistes ont un rôle à jouer pour qualifier nos émotions. Du coup, si vous permettez, j'ai préparé un petit poème qui n'est pas du tout de moi, qui est de Jean Tardieu, mais que je voulais vous lire pour
parlait de pouvoir évocateur là, du langage. Donc c'est tiré de... c'est un poème qui s'appelle « La môme néant ». Alors j'essaye de bien le réciter. Quoi qu'elle dit? Bah, elle dit rien. Quoi qu'elle fait? Bah, elle fait rien. Bah, quoi qu'elle pense? Elle pense à rien. Bah, pourquoi qu'elle dit rien et qu'elle fait rien? Pourquoi qu'elle pense à rien? Ah, elle n'existe pas. C'est génial ce dernier poème parce que finalement, même dans une sorte de langue qui n'est grammaticalement pas correcte et qui littéralement on ne comprendrait pas, on comprend de par finalement la sonorité qui se rapproche des mots existants. Et donc finalement, cette compréhension nous permet d'arriver à une certaine sensibilité qui est mise en avant par le fait que grammaticalement, c'est incorrect aussi. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Oui, ce poème-là, je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas très il n'est pas écrit avec une bonne grammaire, mais au-delà de ça... Ce qui est voulu. Oui, voilà. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que l'espace d'un instant, il nous fait... on se représente, il fait exister cette personne-là. On se demande ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce à quoi elle pense. Et en fait... après qu'on se la soit représentée en l'esprit, qu'on l'ait fait exister, finalement, eh bien, hop, comme une bulle de savon, elle éclate et elle n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'elle ne dit rien, qu'elle fait rien, qu'elle pense à rien. C'est le pouvoir, la magie du langage, finalement, c'est de faire créer des choses c'est de créer des choses qui parfois n'existent pas dans la réalité, mais au moins peut-être dans nos esprits ou dans nos cœurs. C'est magnifique mot de fin, mais il manque de poèmes comme ça étudiés en français. Je pense aussi. Mais par exemple, tu vois, en HLP, en littérature HLP en terminale, là, on travaille sur l'expression de la sensibilité et notamment en littérature. On essaie de voir comment des artistes, des écrivains et des auteurs et des autrices peuvent faire ressentir au lecteur l'instant présent, l'instant d'une idée, l'instant d'une intériorité. Et on voit notamment que c'est très compliqué, notamment par le langage, car il fige les choses littéralement, et une pensée, c'est très fluide. Et donc, justement, il y a des petits subterfuges faits par les auteurs, mais ce n'est pas le sujet de l'émission qui est conclue 15 minutes en retard. Bon, on l'avait commencé. C'est pas grave. Non, mais je suis très content. Vous avez été un professeur de philosophie en même temps, donc vous avez une excuse. C'est ça. On vous remercie beaucoup, Guillaume, d'avoir participé à cette émission. Vous avez apporté vraiment un aspect beaucoup plus professionnel sur ce point de vue du langage qu'on n'aurait jamais pu avoir. Et puis ça ouvre sur beaucoup de questions à se poser. Mais je pensais repartir avec des réponses, mais je repars avec plus de questions. Ah, mais c'est toujours comme ça. Non. On a bien fait notre travail alors. Oui. Tu vois, sur les transports, j'en étais pas reparti. En philosophie, c'est généralement comme ça. Ouais. Bah, des questions en amènent d'autres. Vraiment, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été présent. Et je pense qu'on peut se dire le mot de la fin. C'était Choupote sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à la semaine prochaine pour une émission toute spéciale. On ne vous dit rien. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir.